service. Donc rien à voir avec le manufacturing. Ceux qui sont venus pour le manufacturing, ce n'est pas la même conférence. Donc nous allons aujourd'hui parler d'amélioration du service client, de l'expérience client, de la satisfaction client, amélioration de l'efficacité pour fournir un service aux clients internes ou externes, et amélioration du délai également. Donc, je m'appelle Bertrand Riva, je suis directeur de l'INPER. J'ai 20 ans d'expérience en ligne, d'abord développé en manufacturing et puis dans les 7 dernières années en office. Alors, un mot peut-être sur l'INPER. Donc, l'INPER est un cabinet de conseil et formation centré autour de l'amélioration opérationnelle par le Lean. Nous sommes 14 personnes en France. Nous avons plus de 120 ans d'expérience cumulée dans la mise en œuvre de Lean, en cumulant notamment des différents consultants. Nous avons bâti l'expertise d'abord dans l'industrie et puis dans les 7 dernières années dans la partie office et services. Nos consultants sont plutôt des gens expérimentés avec plus de 10 ans d'expérience opérationnelle avant le conseil et puis au moins 5 ans d'expérience Lean. Chez l'INPER, on travaille à l'amélioration opérationnelle de nos clients dans tous les secteurs économiques. Donc, bien sûr, Lean en manufacturing et en supply chain, pour améliorer la qualité, les stocks, les services, la sécurité, la productivité, les délais, etc. Lean en office, Lean dans les services à organismes publics, donc c'est l'objet de cette conférence. Lean en développement produit et industrialisation, notre offre Lean Engineering. Nous avons Cécile, qui est au fond, qui est notre leader de la practice Lean en développement produit et industrialisation. Elle a 20 ans d'expérience en R&D et 8 ans d'expérience d'application du Lean au processus de développement produit. Ensuite, nous avons une offre Lean en magasin, entrepôt ou plateforme de distribution. Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui venaient de ce monde-là, me semble-t-il. Et puis après, Lean appliqué au processus informatique, donc soit développement applicatif, soit production informatique. Lean dans la distribution, la grande distribution, dans les retail. Et puis donc l'INPER Academy, notre offre de formation en ligne. Soyez tranquille, c'était le dernier slide de présentation des sociétés. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, il est prévu ce matin trois thèmes. Le premier thème, un peu global, qui est, de manière générale, quels sont les leviers d'amélioration de la performance opérationnelle dans les processus tertiaires. Tertiaire veut dire processus administratif, dans les entreprises industrielles, ou bien processus de service dans les entreprises dont la vocation est de fournir un service à des clients externes. On parlera de la VSM dans ces processus-là. La VSM étant un outil d'amélioration des processus, de planification de cette amélioration. On parlera également de l'amélioration, de l'animation de la performance d'une équipe tertiaire au service de projet. Et puis on finira avec questions-réponses ou échanges. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de l'eau. Alors on va démarrer avec donc, la première présentation, les leviers d'amélioration de la performance opérationnelle dans les processus tertiaires. On va évoquer 3 points, les pistes d'amélioration opérationnelle en tertiaire, les leviers pour les améliorer, et puis enfin dire un mot sur ce qu'il y a au-delà des outils, car les outils ne suffisent pas toujours pour maintenir l'amélioration, n'est-ce pas, Mathilde?
Alors, le lean, sans grande surprise, je pense qu'on a des gens qui connaissent le sujet autour de la table. C'est une méthode, un système, une culture qui permet d'améliorer la performance opérationnelle de tous les processus, industriels ou non, de plusieurs dizaines de pourcents. Alors, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 70? Je vous avouerai que ça dépend des processus, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on commence à appliquer le lean à ces processus, on a toujours plusieurs dizaines de pourcents d'amélioration. Alors, les dimensions de la performance dans les processus manufacturiers sont généralement sécurité, qualité, coût, délai et motivation du personnel. Dans les processus tertiaires, les dimensions sont un petit peu différentes. On peut encore parler de sécurité, d'ergonomie, mais on va parler surtout beaucoup de satisfaction client, externe ou interne, d'expérience vécue par le client, externe ou interne, et de qualité, au sens de ne pas livrer le livrable mauvais à l'étape suivante. Donc le lead va travailler sur ces dimensions-là pour les améliorer de 30 à 70%. Dans ce monde tertiaire, on parle aussi beaucoup de prestation, c'est-à-dire est-ce que la prestation délivrée correspond à la prestation attendue. Bien sûr, le lean dans les processus tertiaires va s'intéresser aux coûts également, pour les améliorer, en rendant les processus plus efficaces, en gagnant du temps de collaborateur. Le lean va également travailler sur la réduction du délai de ces processus tertiaires. Alors, bien entendu, lorsque c'est intéressant d'un point de vue du business. Le lean va travailler aussi sur le respect de ce délai. Le délai d'un projet, le délai d'un processus quelconque. Et enfin, en tertiaire comme ailleurs, le lean améliore la motivation du personnel. Alors comment on arrive à de tels résultats, plusieurs dizaines de pourcents d'amélioration? Le point de départ de tout ça, c'est d'apporter un autre regard sur ces activités. C'est-à-dire en fait apprendre à voir les gaspillages et les non-valeurs ajoutées. Alors, donc le point de départ, c'est d'identifier dans un processus ou dans le travail du collaborateur, qu'est-ce qui apporte de la valeur d'un point de vue du client interne ou externe, et qu'est-ce qui n'en apporte pas. Donc il n'y a pas de surprise, c'est la même méthode qu'en manufacturier. On va regarder dans le travail de chacun quelle est la part verte de valeur ajoutée aux yeux du client, et quelle est la part orange donc de gaspillage. Et puis évidemment, on va chercher à remplacer tout ce qui est gaspillage par de la valeur ajoutée pour arriver à être plus efficace, mais sans travailler plus dur, en travaillant de manière plus organisée. Jusque-là, la transposition est parfaite avec le manufacturing. Alors, la partie orange qu'on vient de voir, on peut la codifier, la catégoriser en 3 non-valeurs ajoutées qui sont modales ou armouries. En français clair, c'est gaspillage. Il y en a 7, on va y revenir. Mourir, c'est donc tout ce qui est pénibilité, surcharge, difficulté dans le travail, non-ergonomie. Et noir, c'est tout ce qui est charge de travail irrégulière. Alors peu importe les termes, retenez les termes français si vous préférez. Ce qui est important, c'est que les deux derniers là, génèrent les 7 premiers des gaspillages. Alors, bon, est-ce que on va peut-être pas détailler tous les gaspillages en question, mais surproduction, ce serait plus de spec que ce qu'attend le client, c'est développer plus de code qui vient dans les specs, c'est envoyer plus de mails que nécessaire, ou pas plus de destinataires que nécessaire. Stock, c'est généralement des encours d'informations, de dossiers, de mails. Attente, ça peut être des attentes de décision, de validation. Transfert, c'est que l'information n'est pas arrivée sur l'autre personne et la personne doit transférer cette information à une autre. Processus, c'est
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est le modèle processus. Donc, généralement, quand on a des temps de recherche supérieurs à 30 secondes, temps de recherche d'emails, de dossiers, de dossiers physiques ou de fichiers dans la reconnaissance du disque dur, ça tombe dans le panier de gaspillage de processus. Alors les mouvements en Office, on n'a pas l'impression qu'on en fait beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose qui nous en fait faire énormément. C'est ça. On s'en rend pas compte, mais en fait, on passe notre temps à faire des mouvements. Avec la souris. Pour aller chercher le bon fichier ou la bonne fonctionnalité dans Excel, PowerPoint ou d'autres Word. Ou alors en SAP aussi pour aller chercher la bonne transaction. Pas utile. Voilà. Alors les défauts, c'est pareil, on a l'impression qu'on n'en fait pas, mais en fait, dans le monde tertiaire, il y en a plein. Un défaut, c'est de livrer un livrable mauvais à un client interne ou externe. C'est mauvais, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas aux attentes du client. Bon, jusque-là, je pense que c'est des choses connues. Alors on va avancer. Donc maintenant, le sujet, c'est quels sont les leviers pour améliorer ces différentes non-valeurs ajoutées, ces différents gaspillages. Alors on a choisi de vous en évoquer 5, donc les 5 S, les standards, la notion de voix du client et d'auto-qualité, la VSM, et puis l'amélioration de l'animation de la performance et des équipes autonomes. Alors, levez la main ceux qui ne connaissent pas le 5S. D'accord. Alors, le 5S correspond à 5 étapes pour améliorer son poste de travail, son environnement de travail. Alors, dans un monde manufacturier, on voit bien, on va mettre ses outils à côté, tout ce dont on a besoin pour travailler, tout va bien. Dans un monde Office, eh ben, c'est quand même pareil. Donc, les 5S, vous avez 5 étapes, c'est trier ou éliminer, ranger, nettoyer, inspecter, standardiser et puis respecter. Au-delà de cet outil, ce qui est important de comprendre pour les 5S, c'est que ça permet de réduire les temps de recherche, de gagner du temps globalement, de réduire les temps de recherche de documents physiques ou informatiques, et surtout de réduire le nombre de clics inutiles, donc de réduire les fameux mouvements générés par cet engin. Je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Alors, quelques exemples de standards après 5S. Raccourci sur le bureau d'ordinateur pour accéder plus vite aux fichiers clés. Soit vous déroulez l'arborescence complète de votre disque dur pour accéder à vos fichiers, soit vous avez identifié que vous avez certains fichiers que vous consultez tous les jours ou toutes les semaines, et ceux-là, vous allez vous les mettre en raccourci. C'est du bon sens, mais on ne le fait pas toujours. On ne prend pas toujours le temps de le faire. C'est du bon sens. Autre chose, quand vous êtes dans Excel, dans PowerPoint, vous avez, je vais vous faire une petite démonstration d'ailleurs là-dessus, vous avez plusieurs façons de manipuler Excel ou PowerPoint. Si, imaginez que je souhaite par exemple insérer une bulle dans PowerPoint, eh bien, je peux le faire à l'aide des menus déroulants qui sont prévus. Alors, est-ce que c'est dans affichage? Non, c'est peut-être complément. Non, c'est pas animation. Création. Ah non, ça doit être insertion. Alors après, c'est où? Ça doit être là. Non, c'est pas là. Alors, elle est où la bulle? Ah, je crois qu'elle est là. Voilà, là j'ai inséré la bulle. Maintenant, après un chantier 5S, on s'est dit que la bulle était essentielle pour travailler parce qu'on en insère tous les jours des bulles, donc on l'a mise à portée de main. Et à portée de main, c'est où? C'est dans la barre d'outils personnalisés. Et donc à ce moment-là, quand je veux insérer la bulle, eh bien ça va beaucoup plus vite, forcément. Alors on est passé de 30-40 secondes dans le premier cas à 5 secondes dans le deuxième. Est-ce que j'ai eu l'impression de travailler plus vite? Pas vraiment. Simplement, le poste de travail, en l'occurrence l'environnement PowerPoint, a été organisé pour être plus efficace.
parce que les traders vont aller de plus en plus vite, vraiment de plus en plus vite. Et, en général, ils passent les 15 premiers jours de leur arrivée dans la société, on leur enlève leur souris et ils ne vivent qu'en raccourci clavier. Et ceux qui arrivent à aller au raccourci clavier ont une vitesse de travail qui encore plus explose même ce système-là, en fait, quand on fait de la forme, et quand on a un raccourci clavier en tête, on a une vitesse de travail. Merci Pascal. Alors, c'est très basique ce que je vous montre, mais posez-vous la question, est-ce que vous le faites ou est-ce que vos clients le font? Alors, après, on va passer rapidement, il y a des standards de classement, classement des favoris Internet, classement messagerie ou classement disque dur. Là aussi, l'idée est vraiment basique, à la limite de l'enfonçage de portes ouvertes. Néanmoins, est-ce qu'on le fait systématiquement? Surtout nos fichiers de disque dur, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on le fait? Et si on ne le fait pas, pourquoi? Alors, standard visuel de rangement également, des classeurs. Donc ici, vous avez une bonne trentaine de classeurs. Et le sujet, c'est comment retrouver le plus rapidement possible le classeur et comment voir s'il en manque. Donc, comment minimiser le temps de recherche. Donc ça, c'est un bout de scotch qui a été coupé. Hein. Détecter immédiatement s'il en manque. Et enfin, être capable de retrouver rapidement ce qui se passe. Ok. Alors, autre exemple, là aussi, c'est assez basique, mais lorsque vous avez un déménagement, lorsque vous avez des dépannages à faire, vous êtes bien content quand vous avez identifié les différents fils électriques spaghetti. Donc, vous êtes un petit peu embêté pour reconstituer. Donc là aussi, c'est très 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 basique. Mais moi, la question, c'est est-ce que c'est fait chez vous? Alors, on va parler maintenant des standards, qui sont, à mon avis, un levier essentiel d'amélioration de la performance en Office. Donc, les standards, pour faire simple, c'est la meilleure pratique, la meilleure façon de faire connue à un moment donné. Et cette meilleure façon de faire, elle est partagée par tous, elle est codifiée, et c'est celle qui permet de garantir la satisfaction client, la qualité, le service au client, de garantir le délai prévu, et puis dans un souci de sécurité, ergonomie au moindre coût. Alors, quelques exemples. Philippe, je peux te demander un petit service? Quelques exemples. Petit changement rapide de fil, merci. Donc, quelques exemples. Vous avez ici un standard de travail qui est en fait une checklist de clôture comptable mensuelle. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de codifier en fait ce qu'il faut faire lorsque arrive le moment de la clôture comptable. Alors, pourquoi le codifier? Parce que quand il y a 30-40 items à penser chaque mois, quelle que soit l'expérience et le professionnalisme de la personne qui fait le travail, elle va forcément en oublier. Donc le sujet, c'est bon. Donc le sujet, c'est comment faire en sorte que tous les items auxquels il faut penser dans cette clôture soient effectivement réalisés. Donc c'est l'objet de ce standard de travail. Alors, vous venez de voir la version... c'est bon? Non. Vous venez de voir la version initiale. Donc, 3 versions plus tard, cette version est devenue ça. Donc, on a inséré les codes couleurs. Le nombre de lignes a doublé ou triplé. On a inséré des dates. Et on a inséré un système d'auto-validation. Pourquoi? Parce que l'auto-validation, c'est le seul moyen de s'assurer qu'on fait ce qui est marqué. Parce que si on ne fait que lister ce qu'il y a à faire, et qu'on ne vérifie pas qu'on le fait, eh ben on a une bonne vieille procédure, sans plus.
Donc avec ce fichier, on comprend qui fait quoi, quand, avec quel fichier, on suit l'avance-retard pour garantir le respect du délai, et puis on est sûr qu'on n'oublie rien. La même version, encore trois versions plus tard, on a pris le paquet facturation. Le paquet facturation, il est là. Et ce paquet facturation, c'est devenu ça. Alors, c'est devenu ça, c'est-à-dire qu'on a encore plus détaillé ce qu'il y avait à faire, on vérifie que c'est fait au bon moment. Alors, là encore, on peut se dire, oui, mais la checklist, franchement, ils ont réinventé la checklist, on peut mieux faire. Sauf que posez-vous la question, dans les processus Office que vous connaissez, à quels endroits on utilise effectivement des checklists et à quels endroits on fait juste appel à l'expérience des gens. Je vous prends un exemple, je me déplace souvent, je vais à l'hôtel. Et à l'hôtel, dans les bons hôtels, dans les grandes chaînes, généralement il y a une checklist du veilleur de nuit et il y a une checklist du réceptionniste. Dans les hôtels qui ne sont pas allés à ce niveau-là de professionnalisation, il n'y a pas de checklist. Ben, le rendu client n'est pas le même. Alors l'intérêt de ça, c'est quelle que soit, je pense que l'expérience qu'on a acquis au sein du cabinet, c'est que l'expérience professionnelle des collaborateurs ne suffit pas. Il faut lui adjoindre un peu de standard pour être sûr de faire bien. Lorsqu'on n'a pas ce genre de standard, eh bien, on risque fort d'oublier l'opération dans la RC2 avec des conséquences qui peuvent être de satisfaction ou plus de temps passé. Alors vous avez ici une checklist qui est la checklist du contrôleur de gestion groupe qui consolide 7 reportings de différentes entités opérationnelles. Et ce contrôleur de gestion groupe, eh bien, il a 7 jours pour clôturer. Eh bien, il va lister jour par jour qui doit faire quoi, avec quel fichier, et il va vérifier que c'est fait. Donc ça permet de piloter l'avance-retard dans les 7 jours, de définir qui fait quoi, avec quel fichier, et puis enfin, encore une fois, d'être sûr de ne rien oublier. Donc il y a à la fois une préoccupation de temps passé et une préoccupation de qualité ou de satisfaction du client final, qui est là pour recevoir des chiffres AG+7 et pas après. Alors, pour l'organisation des formations, on peut soit faire appel à son expérience, mais quelle que soit l'expérience, on a de grandes chances d'oublier un certain nombre de choses, alors que on va dire pour être sûr de ne rien oublier, on peut tout à fait utiliser, même si j'en peux, on peut tout à fait utiliser des checklists. Même dans le cas où les formations sont à chaque fois différentes. Parce que l'obstacle, souvent, que l'on nous remonte, c'est oui, mais chez nous, il n'y a rien qui est pareil, on n'est pas des opérateurs, on n'est pas du manufacturing, donc on ne peut pas mettre en place ces outils-là. Voilà. Cette checklist, par exemple, ces 2 checklists, on les a mises en place chez nous, chez l'UPEF, en se disant qu'une formation, c'est toujours une formation, donc il y a toujours besoin d'un paperboard, un écran, d'une tablette qui fonctionne, et d'un certain nombre d'éléments. Donc pour ça, on a fait une checklist générique qui regroupe ces éléments-là et qui regroupe le savoir-faire de préparation de formation. Et puis, forcément, comme les formations sont toutes différentes, on peut avoir des checklists spécifiques par type de formation. Celle-ci, c'est la formation, c'est la checklist spécifique de notre formation BSL Office. Donc la checklist, très importante pour codifier une fois pour toutes ce à quoi il faut penser, quel est l'ordre optimal, de manière à ne rien oublier et satisfaire le client dans un minimum de temps. Alors, on peut également utiliser les standards de travail pour codifier le savoir-faire. Comment faire une macro, où là, à l'écran, vous avez comment installer un driver. L'idée de ça, c'est de codifier la connaissance pour qu'ensuite tout le monde y ait accès, de manière à ce que on puisse, avec cela, augmenter les compétences de l'équipe. Alors, les processus vente ou commerciaux ne sont pas épargnés.
dans notre domaine, mais dans tous les domaines, il y a un savoir-faire commercial. Ce savoir-faire commercial, en particulier de qualification d'opportunités, il peut être important de le codifier au sein d'un formulaire, qui est un questionnaire aussi, qui permet à notre responsable back-office de poser les bonnes questions aux clients lorsqu'ils appellent pour demander une formation. Donc plus on va codifier le savoir-faire, plus on va écrire les questions à poser, plus des gens qui n'ont pas forcément 20 ans d'expérience pourront être performants, au sens de satisfaire le client à moindre coût. Alors donc, si on voulait résumer ce paragraphe standard, pourquoi faire? C'est faciliter la formation et l'intégration. Lorsqu'on arrive et qu'on nous explique comment faire, c'est plus facile que si on nous dit tiens, voilà les clés de la maison, voilà ton objectif, et puis débrouille-toi. Deuxième chose, c'est codifier le savoir-faire de la société afin de ne pas réinventer, ne pas chercher. Trop souvent dans les entreprises, on va chercher à réinventer et pas s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui existe. Donc l'objet des standards, c'est déjà de codifier notre meilleure manière de faire, et puis, si on a d'autres idées, si on veut l'améliorer, il n'y a pas de problème, on fait évoluer le standard. Mais en attendant, le standard, c'est l'ADN de la société, c'est le savoir-faire de la société, et ce savoir-faire, on ne veut pas qu'il soit que dans les têtes, on veut qu'il soit par écrit et dans les têtes. Parce que s'il est que dans les têtes, au moment où le collaborateur s'en va, on a un petit souci. Troisième chose, c'est d'écrire la façon la plus performante de faire. Il y a tout un tas de façons de faire, et il y en a toujours une qui est la meilleure par rapport aux autres. Donc l'idée, c'est pas de travailler de manière sous-optimale, l'idée c'est de travailler de la manière la plus performante possible, et ça se réfléchit, et ça s'écrit sous forme d'un standard. Il existe une phrase qui dit dans les entreprises lean, plutôt dans les entreprises non lean, avec des gens excellents, on a des résultats moyens. Dans les entreprises lean, avec des gens moyens, on a des résultats excellents. Parce qu'il y a derrière cette phrase, c'est souvent la maîtrise des processus, et en particulier la maîtrise des standards. Alors, un mot sur la voix du client, qui est pour moi fondamental en Office, et l'auto-qualité. Il y a quelques années, j'ai eu une assistante nouvelle qui voulait vraiment bien faire. Et alors, elle ne me demandait jamais ce que je voulais, elle disait Bertrand, je sais, c'est pas la peine de me dire ce que je dois faire, je sais, je vais te faire. Donc, je vais te faire la relance des facturations payées, je vais te faire les déplacements. Et en fait, à chaque fois, elle tapait à côté. C'est-à-dire ça ne convenait pas. Donc ce qu'il y a derrière ça, c'est la notion de client interne, client externe, dans le processus Office et de service. Et donc le sujet, c'est comment faire en sorte que l'activité d'un processus tertiaire ou d'un processus de service satisfasse ce client. Alors, en industriel, souvent, le besoin client, alors levez la main les industriels, il y en a quelques-uns, voilà, se dénoncent. Donc en industriel, souvent, le besoin client, il est très cadré, il y a des plans, il y a des specs, il y a des normes, il y a des cahiers des charges, tout ça est relativement cadré, même si quand même, il peut y avoir des petits soucis de qualité. Eh bien, en Office et services, souvent, le besoin client, il est terrain vierge. Il n'y a rien qui est cadré, il n'y a rien qui est écrit. Et c'est au feeling. Donc le vrai sujet, déjà, c'est d'identifier qui est notre client. Je me souviens d'un informaticien et d'un comptable que j'ai eu en mission d'animation de la performance. Il a fallu plusieurs heures pour qu'il comprenne que, l'informaticien en particulier, il avait un client, il avait des clients. Et il a fallu plusieurs heures pour que la comptabilité comprenne qu'elle avait des clients. Donc déjà, le travail qui consiste à dire, moi dans mon processus administratif ou dans mon processus de service, quand vous avez des clients externes, c'est facile. Mais quand on a des clients internes, il y a déjà une première étape qui est, est-ce que je
comprends qui est ou qui sont les clients internes. Première étape. Deuxième étape, est-ce que j'ai compris quel était leur besoin? Est-ce que le besoin il est codifié, il est écrit, ou il est que oral, ou finalement je fais du trial and error, je joue à l'aveugle, et à chaque fois, ouf, je lance un livrable, ah bah non, c'est pas ce que je voulais, on recommence. Donc quel est son besoin en Office, c'est fondamental. Et pour reboucler avec l'anecdote de l'assistante, elle avait compris que j'étais son client, mais elle n'a jamais compris quel était mon besoin, parce qu'en amont de son activité, elle ne le faisait pas. Alors le besoin, je me souviens aussi d'une BSM sur un processus achat où on a réuni des équipes françaises, anglaises et allemandes. De mémoire, les Anglais extrayaient un fichier de SAP sur Excel qu'ils envoyaient en France. Et en séance, la personne anglaise qui extrayait le fichier s'est aperçue, ah oui, mais moi je l'ai extrait en portrait, toi tu le veux en paysage, bah oui, et ça fait 10 ans qu'on travaille comme ça, bah oui. Voilà. Simplement, le besoin du client qui était l'opération d'après dans le processus n'avait jamais été explicité. Tout simplement. Ça, c'est une grande constante dans les processus administratifs ou de service, c'est que ce besoin n'est pas formalisé, qu'on ne le connaît pas avant d'agir. On ne prend pas la peine de le connaître. Donc le connaître, c'est comprendre la voix du client. C'est fondamental, faute de quoi on ne livre que des livrables mauvais. Et donc, soit on crée de l'insatisfaction client, soit on crée du temps de retouche pour refaire. Alors, vous avez ici un petit exemple de gaspillage, ça vient de chez nous. Là, on a un client qui nous écrit que finalement, il y a une erreur au niveau de la TVA. Donc ça, c'est un gaspillage de défaut. Un livrable envoyé mauvais, une facture envoyée mauvaise avec un mauvais taux de TVA. Et donc là-dessus, le Lean va travailler pour essayer de réduire la non-qualité des livrables, d'améliorer la qualité des livrables. Et pour ça, donc, il y a un principe de base en qualité qui est de passer à l'étape suivante que des livrables bons. C'est la transposition parfaite du principe de qualité en manufacturing. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un livrable? Ça va être un fichier, ça va être une prestation de service, ça va être une information, ça va être un état informatique. Alors pourquoi le passer à l'étape suivante que des livrables bons? Parce que quand on passe un livrable mauvais, en l'occurrence une facture mauvaise, on a déjà grillé 4 feux rouges, on a déjà comptabilisé de part et d'autre, donc il faut décomptabiliser, recomptabiliser, refaire la facture. Enfin, on s'amuse en train. On s'amuse, c'est-à-dire qu'on perd du temps. Donc plus on va piéger la non-qualité immédiatement dans le process, et moins, plus on va gagner de temps, notamment en temps de